Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time, dans une correspondance au secrétaire général des services du Premier ministre, datée du 31 mars 2021, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, lui faisait connaître que Monsieur le Président de la République a décidé de la création d'une task force pour la riposte contre le Covid-19. Cette structure qui complète le dispositif existant est logée à la présidence de la République et se compose de représentants issus de diverses administrations. Secrétariat général des services du Premier ministre, ministère de la Santé, ministère de l'administration territoriale, ministère des Finances, ministère délégué à la présidente de la République, chargé de la Défense, délégation générale à la Sûreté nationale et bien évidemment le secrétariat général de la présidence de la République. Un autre échange épistolaire entre les deux hommes a lieu le 8 avril 2021. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, informe le secrétaire général des services du Premier ministre de sa désignation comme ordonnateur du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. L'ordonnateur fait également savoir que les propositions relatives aux actions stratégiques à mener dans le cadre de la riposte, de même que la ventilation des fonds Covid-19 actuellement en étude au MINEPAT, devront être soumises à la task force pour validation préalable par le président de la République. Dans une correspondance abondamment relayée dans les réseaux sociaux le mois dernier, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, demande au ministre de la Santé publique de signer dans l'urgence les contrats avec 6 entreprises pour environ 7 milliards de francs CFA. L'attribution de ces contrats, de l'avis de certains observateurs, n'a pas respecté la réglementation en matière de passation des marchés publics. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief du journal. Task Force, attribution et signature des contrats riposte Covid-19, entorse sur la loi encadrant les marchés publics. C'est une interrogation pour tenter donc de répondre à celle-ci. Nous avons invité en plateau ce soir le professeur Jacqueline Koyok. Bonsoir, prof. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue. Merci. Voilà. Conseiller régional. Hein? Conseiller régional. Voilà. C'est ça. Voilà. Bonsoir, maître Research. Bonsoir, monsieur Otto. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir qui l'émission la plus suivie et en particulier à mes convillageois de Balembo dans l'Ouest Cameroun, dans le Haut-Camp. Ok. Bonsoir, docteur Goudjou. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, professeur. Bonsoir, maître. Bonsoir, aux dernières personnes que vous allez présenter. Et je suis très heureux d'être là sur cette thématique sur le plateau, car on participe aussi à la conscientisation. Nous sommes des nations en construction et en devenir. Oui. Donc, nous avons le devoir tous d'apporter notre petite contribution pour que la population puisse mieux comprendre les thématiques qui sont sur la table et qui décident du devenir de notre pays. Voilà, la personne que je vais donc présenter en dernier, c'est Emmanuel Kounié. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes compagnonnistes, bonsoir surtout à tous les prisonniers politiques qui sont dans les geôles du Cameroun, qui sont partout à Yaoundé, à Douala, et bonsoir surtout à ceux qui ont été déportés, aux 7 qui ont été déportés de Fou pour Yoko, qui sont confirmés comme étant des prisonniers politiques, parce que vous déportez d'un Fou à Yoko voudrait dire qu'on atteste que vous êtes prisonnier politique. Bonsoir à tous ces gens-là. Et je leur demande de tenir bon, de comprendre que pour lutter contre une dictature, c'est le prix à payer et qu'ils doivent pouvoir tenir bon et puis garder le moral. Donc pour vous, Yoko reste une prison politique? C'est une prison politique et c'est d'ailleurs pour ça que mais c'est une prison politique. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi des gens peuvent poser des actes soi-disant poser des actes à Saint-Mélima, ils se retrouvent à la prison en Fou et qu'aujourd'hui on déporte certains à Yoko
en laissant une dame. Personne ne peut nous expliquer ce qui se passe. De toute façon, je crois que ces gens-là comprennent ce qui leur arrive. Ils savent qu'ils sont des prisonniers de la liberté et que le régime dictatorial de Yaoundé est en train de vouloir, n'est-ce pas, essayer de toucher leur morale. Et je pense qu'ils ont bien compris. Et vous voyez d'ailleurs chaque fois à Douala que nos prisonniers politiques vont au tribunal. Ils ont le moral suffisamment fort parce qu'ils savent pourquoi ils y sont. Docteur Goudjou, la question qui taraude les esprits, est-ce que les procédures ont été respectées dans ces attributions? D'abord, peut-être, serait bien de comprendre comment l'attribution des marchés publics est organisée selon la loi au Cameroun. Je crois depuis au moins 10 ans, je crois que c'est en 2011, les dispositions avaient été prises par les autorités, notamment le chef de l'État, pour que les choses soient claires. Il y a quand même un ministère des marchés publics. Et le ministère est dirigé, en fait, le ministère est dirigé par la présidence même. Oui, délégué à la présidence de la République. Ça veut dire qu'en principe, même le terme logé. Oui, logé, voilà, très bien. Et les attributions du ministère sont claires. La responsabilité du ministère, premièrement, l'appel d'offres même du marché public, c'est le ministère qui a la responsabilité de le faire. Après l'appel d'offres, la passation du marché public, c'est le ministère qui a la responsabilité. Et même le contrôle pour l'exécution de ce marché public, c'est le ministère. Et dans certains cas, même jusqu'au montage financier, c'est le ministère des marchés publics qui doit intervenir en collaboration avec les départements ministériels qui sont concernés par les 10 marchés. Ça, c'est dingue. Et en dehors du ministère, c'est vrai, en dehors du ministre directement, nous avons une commission de passation de marché public qui, dans la commission, il y a des techniciens qui sont bien formés, qui sont bien outillés pour donner un avis technique pour les différents marchés. Et en dehors de cela, l'arbitre des marchés publics au Cameroun, c'est l'ARMP que tout le monde connaît, l'argent des régulations des marchés publics. En principe, quand il y a une évaluation à faire, quand il y a un audit à faire en ce qui concerne les marchés publics, c'est l'ARMP qui joue un rôle. Donc il y a ces 3 éléments-là, ces 3 entités-là, que ce soit le ministère des marchés publics, la commission de passation des marchés publics, l'agence de régulation des marchés publics et le régulateur, on se rend compte que dans la décision qui a été prise par le SGPR, en fait, on est très surpris de constater que aucun de ces éléments n'intervient de manière directe. Et surtout, on est, à mon avis, je suis un peu plus ahuri en tant que financier par des montants. On parle quand même de 7 milliards de francs CFA. Ensuite, je vois le ton. Quand on prend vous prenez une décision, vous informez, vous instruisez le ministre, qui en réalité devrait être la Vous avez un autre problème à ce niveau-là. Vous savez, en principe, vous donnez une instruction au ministre. Mais le ministre dit dans l'urgence, hein, pour signature. Justement, pour signature, oui. Il y a le mot urgence. Exact. Pour signature, dans tous les cas, nous sommes dans l'urgence. Il y a l'urgence, mais on l'instruit quand même pour la maladie, hein, il y a la maladie. Est-ce qu'on doit traîner? Très bien, merci. Il y a la maladie. Oui. Mais curieusement, au niveau de la maladie, ce n'est pas le seul problème du Cameroun. Vous savez, la maladie peut être une conséquence de quelque chose. Pratiquement, c'est dans tous les domaines. Nous sommes en train de parler de la task force. Et en matière de task force, ce n'est pas la première task force que nous avons eu au Cameroun. Par exemple, nous avons une task force, par exemple, pour la gestion de la construction des infrastructures liées à la CAN. Ce n'était pas forcément la maladie, mais toujours est-il qu'il y a eu une task force et les choses ont été plus ou moins gérées de cette manière. Et on connaît aujourd'hui les résultats. Le fait qu'on ait mis une task force, par exemple pour la CAN, qu'on ait géré plus de 1000 milliards de francs CFA, n'ont pas permis qu'on puisse livrer les infrastructures dans les délais. Jusqu'à aujourd'hui, encore, nous avons des difficultés dans ce sens-là. J'étais en train de continuer, disons ceci, Serge Alain. Quand vous instruisez un ministre avec des montants aussi faramineux que cela, et surtout, regardez bien, dans l'institution du SGPR, il n'y a en principe qu'une seule personne qui est en ampliation, c'est le ministère des Finances. Puisque le secrétaire général du pays, c'est le donateur, exact. Oui. Donc on demande au ministère des Finances de payer, c'est tout. Les autres entités qui devraient en principe intervenir selon la loi du Cameroun sont pratiquement ignorées. Moi, à mon avis. Vous pouvez la citer là? Pour moi, tout ce que je ne cite plus là. Oui. Moi, je pense que même pour. L'ARMP, la commission de passation de marché public, le ministère. Et curieusement, c'est même des voisins, puisqu'ils sont à la présidence. On ne lui dit rien. Moi, je pense même pour la simple forme, on peut au moins lui amplier, c'est-à-dire au moins pour information. Ça veut dire, on a comme impression qu'il y a un pouvoir suprême au-dessus à la présidence qui, dans certaines situations, comme dans la gestion
des finances pour le Covid est en train de prendre pratiquement disposition. C'est pas mauvais de le faire, mais c'est très important, même dans l'urgence, de gérer la situation en respectant la loi du Cameroun. Surtout, il faut bien le comprendre, le secrétariat général de la présidence est la force exécutive du président de la République. C'est-à-dire, on aimerait que, pour ceux, pratiquement, même les départements ministériels, les forces déconcentrées et tout le reste, aimeraient voir le secrétaire général comme l'exemple à suivre. Mais si c'est le secrétaire général qui viole pratiquement toutes les lois, évoquant n'importe quel prétexte, moi je pense que cela est à craindre. Pourquoi cela est à craindre? Parce que nous sommes dans un contexte où le contexte socio-économico-sécuritaire a incité l'État à convoquer ce qu'on a appelé un grand dialogue national et devrait en principe contribuer à une certaine décentralisation. On est en train d'aller vers une certaine décentralisation. Mais on a comme impression, avec ce type de décision, que l'on a décentralisé pour mieux centraliser. Puisqu'en réalité, même les décisions qui ont été prises au niveau des entités, notamment les ministères, on a comme impression que tout cela est aujourd'hui concentré au secrétaire général de la présidence, dont les ministres ne sont là que pour exécuter. On lui dit signe, et le ministre des Finances paye. Rien de plus, pas d'avis à donner. Pour le moment, je pense qu'on pourrait faire mieux, à mon avis. Maître Chemou, vous avez un problème avec ces contrats-là, si jamais ils sont signés? On va les classer dans quel type de contrat? Un problème, bon, ce serait trop dire. Oui. Une analyse juridique, je pense que c'est mieux posé. Voilà, vous rendez-vous compte que la thématique que vous offrez en débat ce soir pose le problème de l'aptitude, de la capacité, puisque vous posez la question de attribution et signature des contrats réponse Covid. Et vous allez plus loin lorsque vous parlez de l'entorse à la loi encadrant les marchés publics. Je voudrais qu'on commence par le début. Vous savez, moi je suis un juriste et j'ai toujours la loi chevillée au corps. Quand on regarde la loi qui régit le code, le texte qui régit les marchés publics, c'est le code des marchés publics. Et c'est un décret de 2018 qui fait ce qu'on appelle en droit un compendium. Ça veut dire qu'il recense tous les textes qui peuvent encadrer l'activité, la passation, la préparation, l'exécution des marchés publics. Et j'ai été curieux, puisque je regarde dans le visa de ce code, on se rend compte qu'on dit « vu la Constitution ». Donc ça veut dire que le texte primordial ici, c'est la Constitution. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un texte du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui tantôt instruit au secrétaire général du Premier ministère, qui tantôt écrit directement au ministre de la Santé publique. Il y a une question de hiérarchie et de respect des normes. Est-ce qu'il a l'aptitude de poser des actes de gestion dans le cadre de cette activité? La réponse à cette question, c'est l'article 11 de la Constitution. Puisque l'article 11 de la Constitution nous dit quoi? L'article 11 de la Constitution dit que le gouvernement met en place la politique nationale définie par le chef de l'État. Oui. Et l'article 12 de la Constitution nous rappelle que le patron du gouvernement, c'est le Premier ministre. Je serais plus à l'aise de voir un tel texte ou une telle correspondance rédigée par le Premier ministre à l'endroit de son collaborateur, qui est le ministre de la Santé. Puisque l'activité en question, la crise dont on parle, mon copaténiste parlait tout à l'heure, on est dans une situation de crise qui est une maladie, une pandémie. On a un secteur d'activité régi par les textes qui encadre ce domaine et qui est le ministre de la Santé. Maintenant, on va dans le code des marchés publics. On va à l'article 6. L'article 6 du code des marchés publics vous dit que le principal ordonnateur, c'est vrai que peut-être le texte que mon compagnon citait tout à l'heure était celui de 2011, c'est vrai qu'on avait dilué à l'époque le pouvoir des patrons, des chefs des départements ministériels, mais avec le décret 2018, on a remis l'ordre. Et c'est ça l'innovation de ce décret. L'ordonnateur est le chef du département ministériel en ce qui concerne les ministères, puisqu'on va plus loin, chef d'exécutif communal, patron d'établissements publics et autres. Or, dans l'activité, dans le domaine où nous nous trouvons, c'est le patron du département qui doit prendre la décision, ordonner, préparer, distiller la décision qui doit être prise. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que le secrétaire général à la présidence est un chef de département ministériel en charge des questions de santé publique? Vous répondrez sûrement par la négative, puisque la Constitution qui est au frontispice du code marché public a régi cette activité. Mais il y a une task force qui est créée, Maître Chemou.
Oui, je sais ce qu'on va dire en face, la task force, les origines de la notion de task force. Vous savez, le thème task force a été créé pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est une notion de guerre. C'est une notion de guerre, mais vous savez, dans les situations exceptionnelles, il faut toujours très bien encadrer les situations exceptionnelles. C'est peut-être le cas ici. Non, même dans les situations exceptionnelles, le code de marché public a tout prévu. Puisqu'on vous dit, et je suis sûr qu'on ira plus loin en vous parlant de gré à gré. Oui, on arrive. Est-ce que le gré à gré, ça se passe comme ça? On vous donne les situations, on vous donne les cas. On vous dit, lorsque peut-être les soumissionnaires, on n'a pas de soumissionnaires au Cameroun qui peuvent prester. Moi, j'ai vu les sociétés prestataires, ce sont des Camerounais apparemment, puisque je vois des salles et des noms d'ici. On vous dit les délais, le respect des délais et autres. On encadre. Nous vivons avec la Covid-19 depuis plus d'un an, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que ça nous surprend aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a eu le temps et le gouvernement est assez aguerri. Il y a des intellectuels, il y a des consultants, il y a des personnes qui peuvent aménager et anticiper. Nous voyons comment ça se passe ailleurs. Pour parler plus proche de nous, je vais prendre la France. Je ne crois pas que vous ayez vu le secrétaire de l'Élysée prendre des décisions dans ce sens. C'est le Premier ministre qui agit. Dans les cas exceptionnels, c'est le président de la République qui parle, ou à défaut, c'est le ministre de la Santé. Le ministre d'État, secrétaire général, a reçu délégation. Il ne faut pas l'oublier. Il est ordonnateur pour ce qui est de cette task force. Oui, bon, c'est vous qui le dites. Maintenant, est-ce que la délégation de pouvoir éradique... C'est moi qui le dis. Vous voulez mettre en front la délégation de pouvoir avec les dispositions de la Constitution? C'est pas moi qui... Puisque la Constitution ne régit même pas, ne parle pas du secrétaire général de la présidence. La Constitution vous dit qu'on a un chef d'État qui est élu par le peuple camerounais et lui mandate quelqu'un qui dit c'est vous qui mettez en pratique la politique nationale que je définis. Et dans le cas d'espèce, il y a une crise, le chef d'État prend une stratégie et le Premier ministre est celui qui met en place cette stratégie. Il a pris justement cette stratégie, il a mis à la tête... Il a mis comme ordonnateur le ministre d'État Ngongo. Moi, je vous parle de ce que la Constitution prévoit. Moi, je ne pense pas qu'on gère un pays avec des correspondants. Professeur Koyok, sur cette situation, la task force qui, à travers cette correspondance du 20 avril, j'ai parlé de 6 entreprises qui doivent... la correspondance, il demande au ministère de la Santé de signer dans l'urgence des contrats, environ 7 milliards de francs CFA, dans l'urgence. On va vers le gré à gré, tout ça. Bon. Mais nous sommes en plein gré à gré. Je voulais d'abord dire que dans les principes de l'administration, la correspondance dont il est question est adressée à un département ministériel ou à des départements ministériels. Je n'ai pas vu quelque part un ministre qui s'est offusqué. Je n'ai même pas suivi une réaction de la part du Premier ministre. Mais je suis étonnée que ce gouvernement des réseaux sociaux, un gouvernement parallèle, puisse se substituer au gouvernement normal. Le Premier ministre est là, les ministres concernés sont là. Je n'ai pas suivi qu'il y a eu, dans un département ministériel, une contestation, ou alors, au niveau du Premier ministère, j'entends parler par-ci du bicéphalisme, de tout cela, mais je me dis, on est même où là, au Cameroun, où tout se gère sur des plateaux, dans les réseaux sociaux, mais je trouve quand même que nous sommes allés plus loin. Parce que vous parlez du gouvernement français. Vous avez vu quel citoyen français vous sortez une lettre adressée à un Premier ministre, à un ministre, ça ne se distribue pas dans la rue. Donc, c'est le peuple qui... Non, ça vient écoutez, de là-bas. Ça vient de là-bas, mais cette lettre-là n'a pas pour destinataire les réseaux sociaux. Et je suis donc, vraiment, je vous dis, c'est sérieux. Moi, j'ai fait tous les pays d'Europe. Je connais comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas arriver en Europe. Vous trouvez un citoyen qui arrive sur les plateaux et qui vous brandit une lettre du secrétaire général, une lettre du Premier ministre. Vous n'êtes pas les destinataires. Mais maintenant qu'on attende qu'une réaction négative vienne de la part du Premier ministre, qui vous a dit que le Premier ministre était gêné. Il y a eu une task force qui a été créée parce qu'il y a eu des soupçons de malgouvernance des ressources. Donc cette task force est constituée
comme cela s'est dit, parce qu'une task force, c'est un regroupement de professionnels qui est désigné, un groupement désigné pour une mission spécifique. Et on vous a dit comment est constituée cette task force. Donc, la task force comprend les représentants de tous ces ministères. Et vous citez les commissions de passation de marché, tout le reste, mais vous oubliez que tous ces services sont attachés directement à la présidence et que le secrétaire général coordonne toutes ces activités qui sont attachées à la présidence. Qui vous dit que tout cela n'a pas été fait? Parce que le réseau social vous a dit à la lettre. Est-ce que le réseau social vous a dit quelle a été la procédure qui a abouti à la rédaction de cette lettre? Moi, je ne sais pas. Moi, je me dis, vraiment, peut-être que nous avons soif de connaître ce qui se passe, mais il y a une mauvaise manière de piller les correspondances administratives. Je sais que l'administration, même un ministre qui reçoit une lettre, il doit avoir le droit de réserve. Il doit être neutre. La correspondance administrative doit être neutre, légale, impartiale. Donc, moi, je ne sais pas comment une lettre qui est adressée à un ministre, à un premier ministre, à un secrétaire général, à un secrétaire du premier ministère, se retrouve dans les réseaux sociaux. Ça veut donc dire que vraiment, moi je ne sais pas si on est encore dans l'administration. Parce que l'administration, le grand fonctionnaire de l'administration est astreint à la réserve, à la confidentialité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux sociaux. On ne sait même pas, parfois les gens scannent les signatures des ministres et tout le reste, puis ils vous balancent tout cela dans les réseaux sociaux. Je me dis, nous sommes dans une administration qui est une administration légale et qui connaît ses principes. Laissez l'administration agir. Maintenant, n'allez pas dire que parce que les fonds n'avaient pas été bien gérés pendant la CAN et les soupçons devraient normalement peser pour la task force. Mais j'ai déjà entendu tout dire. On juge une motion au pied du mur. Parce que je ne suis même pas en train de voir comment le Premier ministre serait en train de contester ce qui se fait. Mais laissez donc les services réagir pour dire nous ne sommes pas d'accord par rapport à cela. Et prenez-en des dispositions pour dire voilà, quelqu'un se plaint, le Premier ministre est en train de se plaindre de qu'on prend sa place, mais moi je me dis, nous connaissons le système. Et quoi que vous avez dit tout à l'heure, il y a eu les délégations de pouvoir, qui paie le plus, paie le moins. Si le président de la République lui-même, à travers son secrétaire général, voudrait gérer pour que ces fonds, qui sont une caution pour une deuxième attribution des fonds au Cameroun, et que cela nécessite peut-être des mesures d'urgence, laisser le Cameroun fonctionner. Vous n'êtes pas Premier ministre, vous n'êtes même pas ministre, vous n'êtes même pas leurs représentants, vous n'êtes pas leurs avocats parce qu'ils ne vous ont pas sollicité. Il y a autre chose, il y a beaucoup d'autres choses qui devraient nous intéresser, les citoyens. Comment on gère la pandémie au Cameroun. Mais le reste, là, c'est pas notre rôle. Comme ça, c'est la pandémie, on parle de la pandémie. Je dis, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle d'aller gérer à la place des autres. C'est ce que je voulais dire. Emmanuel Kounié, sur cette... nous sommes là, en plein, dans le gré à gré. Oui, je voulais d'abord dire à Mme Kodok, professeur Kodok, que nous ne sommes peut-être pas l'administration, mais l'administration ne fait pas mal ce qu'elle doit faire. Et la République ne fonctionne pas. Ouais, et si nous sommes en République, ça veut dire que ce qui appartient à la République nous appartient à nous tous. Nous avons le droit de chercher à savoir ce qui se passe. On ne peut pas nous dire de rester tranquille et que les gens nous gèrent. Nous ne sommes pas des moutons. Et puis, il y a des précédents. Nous avons vu ces gens-là gérer. Quand ils créent une task force, ils ont déjà créé notre task force. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on crée notre task force. Et chaque fois que on s'est retrouvé dans une affaire compliquée, on a créé une affaire dans l'affaire. Et puis, quand on crée des affaires, plusieurs affaires dans l'affaire, on ne se retrouve plus. On a même vu dans les programmes économiques qu'ils ont créés le DSE, après ils ont mis 3 programmes ou 4 programmes d'urgence dedans. Programme d'urgence pour le septentrion, programme d'urgence jeune, programme d'urgence pour l'accélération de la croissance. Tous ces programmes d'urgence n'ont jamais été évalués.
Maintenant, ils ont dit qu'ils ont échoué. Ils ont maintenant mis un autre programme, le SND 30. Alors, il ne faut pas nous fatiguer avec des programmes à ne pas finir, avec des structures à ne pas finir, dont personne ne sait quelles sont les directions que ces affaires prennent. Donc, je pense que ces messieurs... Et puis, on arrive à la task force parce qu'on nous dit qu'on soupçonne que les premiers fonds n'ont pas été bien gérés. Alors, la task force, est-ce que la task force se substitue à tout? Puisque quand on regarde les entreprises en question, toutes les entreprises qui ont eu ces marchés sont des entreprises de Douala et Yaoundé. Peut-être une ou deux à Douala, le reste à Yaoundé. Donc le Cameroun se limite à Douala et à Yaoundé. Et qui ont été créés après donc ont été créés pour la circonstance. Mais écoutez, on ne peut pas continuer à regarder ces gens-là faire ça. On doit leur dire qu'on n'est pas d'accord. Et après Nous ne sommes pas après, qui continuent. Et puis s'ils pensent qu'ils ont acheté le Cameroun, nous allons leur démontrer qu'ils ne sont que dépositaires du pouvoir du peuple et qu'ils ne peuvent pas continuer à faire cela. Et puis nous allons dire au peuple de prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut être dans une république où les gens font ce qu'ils veulent, sous prétexte qu'ils ont été élus. Même quand vous êtes élu, madame, j'entends souvent les gens dire que puisqu'ils sont élus, on doit attendre la fin du mandat. Non. Ils sont élus, ils doivent à tout moment nous dire ce qu'ils font. Parce qu'à tout moment, le peuple doit être capable de retirer sa confiance entre les mains de ces gens-là. Sinon, si quelqu'un est élu et puis devient fou, on ne doit pas le laisser terminer son mandat s'il ne peut plus comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc je pense sincèrement qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et puis, avec tout ce qui a été dit pour la CAN, tout ce qui a été dit pour la COVID-19, je crois que c'est osé pour ces gens de continuer à nous faire voir des choses de cette nature. C'est-à-dire passer des marchés dont personne ne sait comment ça se passe. Parce que s'il y avait appel d'offres, le ministère des marchés publics serait concerné. Maintenant, que ça se passe ainsi, il est établi que c'est un gré à gré. Alors le gré à gré, qu'est-ce que ces gens qui ont le marché ont fait de particulier pour mériter ça? Mais comme nous expliquons ça, vous avez postulé, vous n'avez pas bien... Est-ce qu'on savait même qu'il y avait le marché? Nous, on apprend tout simplement que le marché est passé. Ça se passe dans une chambre noire. Est-ce que le Cameroun, c'est un pays? Et puis, si on se rend compte qu'il y a des détournements à l'appel, mais il n'y a pas de conseil de ministres. Et vous soupçonnez pourquoi est-ce que mais ils ont dit eux-mêmes que pour les 180 millions, ça va dans tous les sens. On a dit qu'on devait faire des audits, on a dit des tas de choses. Aujourd'hui, personne ne répond de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc maintenant avec la task force? Et si la task force doit faire le travail, d'où sort-il? La task force ne peut pas passer. Quelles sont les missions de la task force? La task force n'a pas le droit de faire un appel. Ces missions, c'est quoi? Les missions de la task force. Vous ne connaissez même pas ces missions. Mais la task force, c'est une nébuleuse. Voilà. C'est une nébuleuse comme toutes les nébuleuses. On a vu une autre task force à la CAN. Après, revenez toujours. Non, on ne peut pas. Ces gens doivent comprendre que ce qu'ils font là les Camerounais ne doivent pas admettre ce genre de choses. On ne peut pas gérer le Cameroun comme c'était une épicerie. Ça, c'est absolument inadmissible. Et puis, moi, je crois que la task force n'a pas sa raison d'être. Si les gens ont mal fait leur travail, on les enlève, on met d'autres personnes qui peuvent faire mieux. On commence par nous créer des structures, on n'en finira pas. Après la task force, il faut créer un think tank, il faut créer... Bon, vous allez créer combien de structures? Donc si quelqu'un a mal fait son travail, on l'enlève de là où il est et on met à cette place quelqu'un qui peut le faire. Vous n'allez pas nous dire que c'est une seule personne qui peut faire un travail au Cameroun. La task force est là. Et ceux qui ont posé les derniers actes, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et on va où là? Nous sommes au Cameroun en train d'être gérés par des gens qui ressemblent à des pilotes ou à des commandants de bateaux qui n'ont ni carte ni boussole. C'est-à-dire qu'ils sont comme, je ne sais pas, qui ont perdu tous les repères et c'est le vent qui nous conduit. Il faut arrêter ça. Ok. Mais d'abord... Oui, monsieur, je voudrais quand même faire observer à madame la conseillère régionale que... professeur, c'est pas un débat de personne. Moi, j'ai le défaut d'être juriste. Ça veut dire, quand j'ai une problématique comme ça, je questionne toujours les textes. Vous avez posé, vous dites que vous n'avez pas vu un ministre, vous n'avez pas vu un premier ministre s'offusquer. Même s'il s'offusque, ça ne sera pas sur la place publique. Moi, en tant que juriste, ça veut dire quand je vois une situation, je regarde, je consulte les textes. Vous avez posé la question de savoir, ce qui devrait nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on gère la pandémie. Oui, avant de commencer la gestion de la pandémie, on prend un texte. Les juristes sont en amont de tout. La preuve, le secrétaire général, le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence, prend une correspondance, un texte, pour régir une activité, pour donner des directives. Vous avez demandé quels sont les textes, quels sont les moyens. Mais la passation des marchés obéit à une réglementation. C'est un décret. Et moi, on m'a appris à l'école, à moins que ça ait changé entre-temps, puisque je suis dans l'activité professionnelle, qu'il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Ça veut dire, même si le chef de l'État, moi je pense, vous ne pouvez le contraire, veut changer une donne d'un texte pris par décret, il pourrait prendre un décret. Il lui est loisible de prendre un décret où il aménage une activité.
Moi, je serais d'accord qu'on aurait pris un décret du 8 avril 2021, voilà. Même ces trois articles, ça permet au moins d'assurer la sécurité juridique. Il a créé task force. Oui, je ne suis pas contre la création de la... C'était une note ou bien c'était un décret? Je vois une correspondance. Non, j'ai dit la création. C'est une correspondance. Moi, je vois une correspondance. C'est pourquoi j'ai dit la création. Moi, je vois une correspondance du secrétaire général de la présidence qui dit... la task force. Oui, il informe. Un représentant du secrétaire général. C'est le chef de l'État. C'est n'importe quoi. Oui, Il informe du secrétaire général des services du Premier ministre. Il dit objet création d'une task force pour la riposte contre Covid-19. J'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République a décidé de la création d'une task force. Est-ce que vous reprochez à la création? Pour la décision. Oui, je vois bien des correspondances. Ce n'est qu'une correspondance d'information. C'est son travail. C'est pas un décret. C'est son travail. Mais où est la décision? C'est ça le problème du parallélisme. J'ai dit on est dans une situation d'urgence et dans l'urgence il faut faire très attention puisque vous me vous parlez qu'il y aurait des soupçons. Et je m'interroge pour terminer si à chaque fois, puisque moi encore je vous le dirais, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce sont des valeurs. Non, je vais vous dire, j'arrive. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça n'existe pas au Cameroun. Si on parle de soupçons et qu'à chaque fois on a des soupçons, on commence à faire des retours pédalages, à prendre des correspondants, à échanger tout ce qui donne, tout ce qui a été durablement établi, il y aura un problème. Ça veut dire que chaque fois, on va prendre des correspondances pour changer les décrets, les lois et autres. Donc, c'est juste la question juridique que moi je pose. Oui, Dr Ngoudjou, sur cette... vous avez parlé des entreprises qui ont été créées il n'y a pas longtemps. Exact. Mais le maître, on sait quand même que le maître d'ouvrage demande souvent l'expérience. Une expérience. Fait peut-être les 3 dernières années. Même au grade. C'était très curieux. Et curieusement, quand on essaie de fouiller, il y en a certains même dans le siège, parfois, certaines sources du siège se trouveraient à Bamenda, d'autres sources, cela se trouve. Non, ce n'est pas des suppositions, je parle des faits. Où sont les textes? Non. On ne parle pas de texte, on parle du siège d'entreprise. Certains se trouveraient à Bamenda, certains se trouveraient à Yaoundé, curieusement la même entreprise. Le problème n'est pas là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est peut-être à la décharge quand même du SGPR, notons que lui aussi il est en difficulté. Le SGPR est en difficulté, pourquoi? Justement parce que à l'aube du Covid, comme dans beaucoup de pays de par le monde entier, il était important pour l'État du Cameroun de soutenir, non seulement il faut lutter contre la maladie, mais surtout soutenir les entreprises. Parce qu'en réalité, il y a un certain marasme économique. Et pour cela, nous avons reçu une certaine assistance du Fonds monétaire international, qui a quand même mis à notre disposition au moins 214 milliards. Et dans les 214 milliards quand même, parce qu'il faut bien comprendre que le SGPR, comme je l'ai dit un peu plus haut, avec la délégation du pouvoir, il est comme le chef de l'État. Et donc, il répond de cela devant le Fonds monétaire international. Délégation signature. Exact. Et il savait quand même que tout au long de l'exécution, jusqu'à présent, il y a des zones d'ombre, parce que les personnes qui avaient la responsabilité sur au moins 45 milliards sur les 180 engagés, il y a des points d'ombre. Et les audits sont en cours. Et il y a des audits qui ont été engagés, comme que ce soit par le Conseil supérieur de l'État, etc. Et maintenant, continuez à vous égarer. Merci madame. Donc maintenant, dans un contexte comme celui-là, nous sommes en difficulté économique extrêmement intense. Le FMI dit, je ne peux plus rien vous donner si je ne vois pas clair dans ce que vous avez déjà géré. Et dans ce contexte-là, le SGPR est en difficulté. Oui. Et il prend la décision de créer justement la task force. Juste que maintenant, justement, peut-être bicéphalisme, on ne sait pas. Ouais. Maintenant, juste que tout cela montre quand même que nous ne sommes pas très bien gérés. Parce qu'en réalité, le ministre de la Santé publique, peut-être sur qui il y a des soupçons, on ne sait pas quoi, a aussi d'une certaine manière géré les choses d'une manière peut-être pas satisfaisante au niveau de la présidence de la République. Et on se dit qu'il faudrait peut-être encadrer cela. Juste que ça, ce sont des personnes. Là, ce sont des personnes. Et le Cameroun est dirigé par une constitution. Et la constitution est claire. C'est le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui répond de l'action gouvernementale. En d'autres termes, lui est là. Tout à l'heure, le professeur souligne cela, mais même si le Premier ministre ne s'offusque pas sur la place, voilà, je suis convaincu que... Le professeur Nkoyor dit que le... Non, vraiment, il y a des choses qui se passent en off à Yaoundé, beaucoup de gens sont au courant. Ouais. Le Premier ministre John Bouté n'est pas content de la situation. Ah, c'est vous qui le dites, l'ordonnateur, c'est quand même ce n'est que le SGPR. Dans lui, c'est le secrétaire général du Premier ministre. C'est-à-dire que lui,
qui est même censé être le patron du Premier ministère, il est là, il n'existe pas. On saute sur lui, on s'adresse directement à son secrétaire. Moi, je pense pour moi que nous pouvons faire... Moi, ce que je dis pas, c'est vrai que le professeur dit donc que... vous auriez aimé voir une correspondance du SGPR? Peut-être, non, pas peut-être même dans ce sens. Mais au-delà, je dis que nos responsabilités sont très engagées. Que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la population. Je vais prendre un fait. Il y a de cela environ 1 mois et demi, j'ai un ami qui est dans la haute finance à la City de Londres, il m'appelle, il me dit Davaris, nous avons appris que vous avez besoin d'argent, vous n'aurez pas d'argent. On parle de 55 milliards pour le stade de Limé. Je dis que non, comment tu peux me dire ça? Le complexe. Ouais, il me dit non, je dis que non, nous avons déjà. Il me dit que vous n'avez pas d'argent et vous n'allez pas avoir d'argent. Je dis mais comment ça? Pour la plupart des Camerounais, quand on regarde ce qui se passe dans le monde médiatique, on a comme impression que les 55 milliards sont déjà un à un. Il m'a dit vous n'allez pas avoir cela. J'ai dit mais comment tu penses qu'on ne peut pas avoir cela? C'est un Européen. Il me dit vous ne pouvez pas avoir cela parce qu'en réalité, tout ce qui se passe chez vous, c'est-à-dire la gestion du fonds lié à la CAN, la gestion de fonds liés au Covid, parce que pratiquement c'est tous les réseaux sociaux comme madame le dit. Nous sommes au courant de cela et cela ne rend pas les gens sereins. Et maintenant, quand on est dans un contexte comme celui-là, nous avons des difficultés de pouvoir obtenir les financements sur la scène internationale. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez bien remarqué. Nous sommes en train de prêter l'argent en eurobond pour rembourser le service de la dette des anciens crédits. Et nous empruntons plus cher, c'est-à-dire nous, à des taux extrêmement élevés. La Côte d'Ivoire obtient des montants plus élevés à un taux extrêmement faible, alors que nous proposons des taux plus élevés, nous ne parvenons même pas à atteindre les objectifs. Je vais dire quoi pour sortir? Et du fait des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la faute de la population. Si ces correspondants confidentiels se trouvent sur les réseaux sociaux, le SGPR, mais ça veut dire qu'un responsable, oui, bien sûr, en amont ou en aval, après cela a abusé de le mettre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Ce n'est pas la faute de la population qui l'utilise. Mais maintenant, quand vous très bien, parce qu'on n'est pas, en République. À reprocher à qui? À ceux qui sont là. Maintenant, est-ce que, quand vous dites que les gens peut-être scannent ou font des fausses correspondances, est-ce que le SGPR a démenti cette information? Non. Est-ce que les différentes parties qui sont éléments de la tasse ont démenti cette information? Nous non. Nous disons juste que les choses devraient et peuvent encore être mieux gérées. Pourquoi? Parce que le Cameroun a beaucoup de situations de crise. Si on va tout gérer dans une situation de crise en task force, il faudrait seulement qu'on crée encore notre gouvernement logé à la présidence de la République qui va gérer pratiquement tout. La gestion de l'électricité, quand je quittais de la maison à Balamsa, il n'y a pas d'électricité. C'est une situation de crise au Cameroun. Nous sommes en train de parler de la Covid, mais en réalité, il y a le paludisme qui fait des milliers de morts. Il y a plein d'autres maladies là qui font des milliers de morts. La question des dialyses, c'est une situation de crise au Cameroun. Et si, pas une situation de crise, il faut seulement créer les task force, je pense que vraiment, ça risquerait d'être extrêmement difficile d'avancer. Professeur Nkoyo, comment vous expliquez donc, dans ce contexte qui, pour vous, semble être bien, comment expliquer la création de cette task force? Je n'ai pas dit que tout semble être bien. Vous savez bien, vous aussi, oui, que le ministre de la Santé a sorti au moins une vingtaine d'institutions publiques qui avaient perçu de l'argent, et que les audits sont en train d'être faits. Bon, maintenant, il y a des missions. Je ne sais pas si les copanélistes savent que pour que le Fonds monétaire international donne de l'argent, un autre montant d'argent au Cameroun, il faut d'abord montrer qu'il y a des infrastructures et qu'il existe déjà des partenaires capables de mettre en œuvre cela. Et n'oubliez pas aussi que si le Fonds monétaire international a commandité les audits, ça ne veut pas nécessairement dire que l'argent a été détourné. Parce que chaque fois que l'argent est donné à un pays, il y a un mécanisme de gouvernance. Pour procurer des gestions. Voilà, on vous dit, voilà comment l'argent sera géré. Et maintenant, pour avoir aussi un autre fonds, voilà les conditionnalités. Okay. Donc, pour remplir ces conditionnalités, le secrétaire général est donc tenu de lancer des appels d'offres à la hâte, parce que pour montrer que si l'argent arrive, il sera géré dans le nord, parce qu'il y a des structures qui sont déjà prêtes. Je sais qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Non, je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a eu d'appel d'offres? J'ai dit, moi, je ne suis pas à la présidence de la République. Et je dis que ce gouvernement des réseaux sociaux, qui fait qu'à l'extérieur, quelqu'un n'a même jamais été fonctionnaire. Mais cette personne sait comment
On a négocié comment sont les procédures qu'il ne connaît pas. Merci, prof. On va continuer après le 20h parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la situation d'insécurité grandissante dans la région du Nord-Ouest. Près de 4 conseillers municipaux ont été enlevés. Cela fait 4 jours qu'ils sont portés disparus. À l'instant où je m'adresse à vous, le gouverneur de la région du Nord-Ouest tient une réunion de sécurité de haut niveau afin de pouvoir discuter des mesures à mettre en œuvre face à cette multiplication des kidnappings dans la région de l'Ouest. Nous en parlerons dans la région du Nord-Ouest. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce report inexpliqué de l'élection du maire de Banganté. Ambiance électrique observée durant toute cette journée. Le candidat investi par le RDPC a été rejeté par une faction des conseillers municipaux. Ils ont même mis sur pied une nouvelle candidature face à celle d'Éric Niat. Les mandataires du RDPC se sont opposés alors qu'ils ne devraient pas intervenir en pleine session de plein droit. Séquence d'une ambiance électrique et des tensions dans la ville de Banganté. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous vous proposons ce soir une enquête inédite sur cette Camerounaise assassinée, démembrée en Italie alors qu'elle vivait le parfait amour avec son compagnon, un ancien soldat camerounais. Dans quelles circonstances ce drame est-il intervenu? Les éléments d'enquête d'Equinox, c'est à suivre dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h de Cédric Noufélé. Il va vous le développer dans un instant. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Emmanuel Kounié, du docteur Dalvaris Ngoudjou, maître Russell Chaumont et le professeur Jacqueline Koyok. Professeur Jacqueline Koyok, réjouissant l'insécurité, le ministre Paul Atanganti réunit les armuriers à Yaoundé parce qu'il veut voir un peu clair. Oui, et vous dites que vous comprenez un peu le contexte. Moi, je me dis aussi, bon, les armuriers, comme il le dit, mais aussi les frontières doivent être sécurisées. Oui. Parce que nous avons à l'est... Donc la faute ne revient pas aux armuriers. Non, parce qu'il y a les armes légères. Tous ceux qui fuient les guerres en Centrafrique, au Tchad et partout, ils entrent au Cameroun avec des armes légères. Avec des armes, je ne dis pas seulement des armes légères. Et puis aussi le fait que le Cameroun abrite un grand nombre de réfugiés était un grand risque aussi. Donc vous remettez en cause notre hospitalité légendaire? Oui, il faut le faire, mais prendre des dispositions pour que ces réfugiés ne soient pas des sources d'insécurité pour les nationaux. Voilà. Docteur Ngoudjou, les armuriers, ils ont leur part responsable, semble les pointer, alors qu'ils disent ils ne vendent pas les armes à n'importe qui. Oui, très sincèrement, pour le peu que nous connaissons, depuis les crises de sécurité que nous avons dans notre pays, les autorités ont quand même frappé du poing sur la table et la plupart des armuriers en réalité sont sérieux. Oui. Pourquoi ils en va de notre sécurité, nous tous? Si vous vendez les armes... vous dites les armuriers sont sérieux? Oui, pour la plupart, je crois. Si vous vendez les armes comme des petits bouts de pain, cela vous retombe sur la tête, puisque tout le monde... Vous-même en danger, hein? Oui, exact. Mais moi, je pense, je vais beaucoup plus prospérer dans le sens du professeur... La porosité des frontières? Non, pas la porosité. Il n'y a pas de porosité vraiment. Nous sommes dans une zone géostratégique très importante qui est au cœur d'un certain nombre de conflits. Que ce soit à l'est avec la RCA, que ce soit au nord avec le Tchad, que ce soit à l'ouest avec le Nigeria, etc., etc. Tout récemment, je crois, c'est pratiquement tout un camp militaire. Je crois que c'était un arsenal qui a explosé en Guinée équatoriale, etc., etc. Et quand on a un contexte comme ça, moi par exemple, j'ai quelques travaux où je travaille avec des gars qui sont tchadiens. Pour eux, la culture du matériel militaire dans le pays n'est pas la même que chez nous. Pour eux, un gardien, il est gardien chez moi, il disait qu'avec 12 minutes, un revolver chez lui. Pour lui, c'est un détail technique. Oui. Au Nigeria, c'est pratiquement les mêmes choses. Avec 5 ans, vous avez une Kalash. Alors, une Kalash, tout le monde le sait, c'est les meilleures armes de combat. Si vous mettez dans l'eau pendant 1 an, 2 ans, vous retirez, quelques heures après, ça commence à fonctionner. C'est pourquoi, en fait, généralement, les mouvements rebelles aiment utiliser cela. Donc, pour dire quoi que la culture de ces pays voisins-là, même en RCA, pour eux, avoir une arme, c'est quelqu'un dans sa boutique, il a une arme derrière son comptoir.
c'est pas la même culture que chez nous. En d'autres termes, quand il y a le conflit dans leur nation et qu'ils quittent pour traverser la frontière, parfois ils se rendent même pas compte que non, au Cameroun, c'est pas comme ça. Je sais pas si on se comprend. Et maintenant, c'est la responsabilité de l'État. On va toujours être hospitalier. Non seulement nos lois sur le plan national nous incitent à cela, même sur le plan international, nous avons une obligation de recevoir les réfugiés chez nous, de les protéger et de même veiller sur leur santé et l'alimentation. Mais surtout, mais au-delà de cela, nous devons veiller à la sécurité. En termes simples, moi je pense que, comme on le fait dans certains pays, il devrait toujours avoir des patrouilles, même en Syrie, dans les camps des réfugiés. Il devrait avoir des contrôles aux frontières pour voir ce qui rentre. Puisqu'en réalité, parfois même, les gars entrent avec comme un fonds de commerce. Puisque dans notre pays, c'est plus ou moins légion de savoir qu'il y a des gens qui rentrent venant de l'étranger, du Tchad par exemple, mais qui louent les armes, c'est pas quoi. Pour eux, c'est un fonds de commerce. Il faudrait bien qu'ils sachent qu'au Cameroun, les armes ne circulent pas de cette manière-là. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir une prolifération des armes légères, mais ce n'est pas forcément la faute aux armuriers. C'est un peu lié, à mon avis, au conflit qui entoure le Cameroun dans les pays voisins. Maître Chemou, Dr Ngoudjou dit que les armuriers, c'est des personnes sérieuses, mais c'est le contexte. C'est que ce que nous vivons dans la sous-région qui peut amener dans certaines zones du Cameroun qu'on retrouve certaines armes au sein de la population. Oui, monsieur Otto, je pense qu'il faut leur donner le bénéfice du doute. Vous qui êtes une chaîne qui avait pignon sur rue, je ne crois pas que vous ayez eu un fait divers très récent qui concerne un armurier qui aurait vendu des armes. Je crois que l'activité est un peu très et super hyper réglementée. Et vous voyez, lorsque le ministre de l'administration territoriale fait sa sortie, il a des retours, il a des rapports des sous-préfets, en fait de l'administration, c'est le patron de l'administration territoriale. Ça veut dire qu'il a des informations, il a des alertes. Donc quand il fait ce travail, il fait cette communication, c'est qu'il veut en fait se rassurer sur ce point. Mais il faut dire, le professeur l'a dit, Dr Ngoudjou l'a relevé, il faut dire que le seul problème, c'est pas seulement les armuriers. On vous a parlé de la porosité, on vous a parlé de la mentalité. Et j'invite, et je pense que c'est l'occasion, peut-être pour le ministre de l'administration territoriale, de causer avec ses collègues du gouvernement pour inviter les autres administrations à collaborer, à travailler avec lui. Parce que vous avez les douanes qui peuvent faire les contrôles, vous avez les forces de l'ordre, police, gendarmerie, et je vais de l'autre côté aussi les forces armées, de veiller toujours, même seulement au contrôle des armes que nous avons ici à l'intérieur. Parce que vous pouvez avoir un collaborateur qui utilise une arme, vous ne savez pas ce qu'il va faire avec dans la journée. Donc, il faut veiller, il faut contrôler, il faut s'assurer, il faut accompagner le ministre de l'administration territoriale dans ce travail. Et il y va de notre intérêt à tous. Puisqu'aujourd'hui, se trouver sur son lit et se réveiller subitement pour quelqu'un qui tient une arme à feu, il ne vous dira pas qu'il a pris chez un armurier. Ce me semble. Voilà. Emmanuel Kouyé, sur cette situation du Cameroun, depuis un certain nombre d'années, nous accueillons beaucoup de réfugiés chez nous, mais cette rencontre avec des armuriers, qu'est-ce qui peut... Je crois qu'il faut chercher un peu mieux. Moi, je crois que aller explorer la piste des armuriers, ça me semble très faible. Moi, je crois que ce point est compliqué parce qu'il y a des Donc vous maintenez que les armuriers sont sérieux aussi? Non, je crois que même si les armuriers n'étaient pas sérieux, cela ne pourrait pas... Puisque pour acheter une arme, il faut avoir une autorisation. Voilà. Donc on peut facilement, n'est-ce pas, retracer les armes qui sont vendues et puis voir qui a quoi. Donc moi je crois qu'il faut chercher le problème là où il se trouve. Je crois que le problème, il s'agit des armes qui entrent frauduleusement. Et puis, si les armes entrent frauduleusement, il faudrait que les autorités administratives, que même la population, qu'on puisse, n'est-ce pas, que les maires, justement, les élus locaux puissent aider à ce qu'on puisse détecter ces armes-là, qu'on puisse dénoncer, afin qu'on puisse, si possible, amener les autorités militaires ou les autorités administratives à être au courant d'une arme qui sera en circulation dans un coin. Donc je crois que c'est plus compliqué que ça. Et si on pense le temps à croire que c'est vers les armuriers qu'on va se retourner, j'ai peur qu'on n'aille pas vers la cible. Parce que de plus en plus, il y a des braquages et les gens font des braquages avec des armes. Je ne pense pas que ces armes viennent des armuriers. Ce sont des armes qui s'infiltrent chez nous. Et comme Davaris l'a dit tout à l'heure, ce sont des armes qui viennent du Tchad, de Centrafrique, etc. Il faudrait que les populations aussi s'investissent dans cette affaire et qu'il y ait des dénonciations qui permettent aux autorités de pouvoir les retrouver et que les autorités locales soient suffisamment responsabilisées. Il ne faut pas que lui reste à Yaoundé pour faire
ce qu'il fait là, parce qu'il peut le faire, mais si jamais il n'y a pas de relais, s'il n'y a pas de relais sur le terrain, je crois qu'on va beau dire, on ne pourra pas s'en sortir. Donc je crois qu'il faut faire en sorte que les autorités locales puissent investir dans cette affaire-là, et que les comités de vigilance qu'il y a dans les quartiers, puissent faire un effort dans ce sens pour pouvoir dénoncer les cas d'armes à feu qui sont portées, mais ça pas de main inexperte. Professeur Nkoyo, vous voulez qu'on parle de ce qui se passe à Bangaté? Vous êtes à l'aise? Bon, moi, de toutes les façons... Attendez donc que je vous pose la question. Attendez, je vous pose la question. Voilà, Bangaté, on le sait, c'est depuis dimanche qu'on a vu une photo circuler, Eric Niat, nouveau maire de Bangaté. Mais après, on nous dit non, il ne s'agit rien. C'était une élection en interne. On a désigné. Et il fallait juste, je ne veux peut-être pas dire, confirmation lundi, 16 conseillers municipaux sur les 40, puisque le maire est décédé. Il y avait 41 conseillers au départ. 40, 16 se sont présentés, les 24 autres n'étaient plus joignables, les téléphones ne passaient plus. Qu'est-ce qui se passe? Le RDPC a choisi son candidat. Les autres conseillers municipaux, toujours du RDPC, boycottent. Et aujourd'hui, celui-là qui devait challenger Eric Niat, c'est de sa place, il se désiste, mais pourquoi que c'est achevé, il y a une autre candidature, une dame. Est-ce que tout ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir de voir ce qui se passe à Bangaté? Ça ne fait pas honneur au RDPC, parce que dans la logique, c'était un maire RDPC qui est décédé. Mais les textes prévoient que lorsqu'un maire décède, on réorganise une élection. Oui. On ne pourrait pas désigner, parce que normalement, logiquement, il devait être remplacé par un autre candidat du RDPC. Mais le texte dit qu'il faut réorganiser une élection avec tous les partis qui étaient là au moment de l'élection du maire. Mais l'exécutif est 100% RDPC. Hein? Voilà. Donc, je ne comprends pas. Le conseil, je veux dire. Le conseil est 100% RDPC. Bon. Il y a 2 RDPC à Bangaté? Vous savez que la vraie démocratie, c'est au sein du RDPC. Ah bon? Parce que quand il y a une élection à l'intérieur du RDPC, je vous dis, ces élections sont les plus rudes. Vous voulez nous rappeler ce qui s'est passé à Douala, c'est ça? Oui, parce qu'avec les autres, j'ai toujours dit les autres partis n'ont pas de militants. Mais le plus difficile, c'est de convaincre ses propres camarades. Oui. Donc, je suis sûre que, comme ça a été décidé au départ, ils vont revenir à de bons sentiments. Ils veulent peut-être qu'on s'occupe un peu plus d'eux. Pour son Nkoyo, est-ce que le nom d'Eric Niat n'est pas venu de Yaoundé? C'est ça qui dérange l'autre frange? Non, ça c'est l'investiture du RDPC. Oui. Et je pense que le RDPC investit de plus en plus parce que l'organisation des primaires a montré qu'il y avait un peu plus de désordre. Donc quand le candidat a été investi, la discipline du parti veut qu'on accepte le candidat qui a été investi par le parti. Donc moi je me dis ceux qui font peut-être le boucan, ils voulaient qu'on s'occupe un peu d'eux. Et je crois que ce que le parti a décidé sera respecté à la fin. Le parti a décidé quoi, professeur Nkoyo? A investi quelqu'un. Qui? Niat, non. Mais vous avez dit tout à l'heure que le nom de Niat est venu de Yaoundé. Non, je demande, est-ce que c'est... Il a été investi. Oui. Parce que dans le RDPC... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne... On investit. Oui. Et maintenant, on propose à ses camarades de les voter librement. Oui. Mais dans le... À Bangaté, il y a une frange qui refuse. Oui, mais je crois qu'ils voulaient simplement qu'on s'occupe un peu plus d'eux. Mais ça continue là. Non, on est en train de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les corrompe, ils veulent être corrompus. Non, pas. Oui, l'argent. Ils veulent qu'on s'occupe. Je dis qu'ils veulent. On s'occupe d'eux. On s'occupe d'eux. En faisant quoi? Oui, en faisant ce qu'ils veulent. Non, en leur donnant de l'argent, il faut le dire comme ça. Ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Parce que quand un candidat est souvent... Ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Vous savez comment ça se passe? Oui, je vais dire un mot là-dessus. Tout le monde va dire un mot. Il y a 2 tendances. De toute façon, ce qui se passe à Bangaté... Il y a 2 tendances, laquelle est laquelle? Bon, il y a Niat et les autres, mais je crois même que... Est-ce qu'ils sont conseillers municipaux? Bien sûr. Si vous n'êtes pas conseiller municipal, vous pouvez pas être candidat. Vous parlez de Niat, le fils ou le père? Le fils, Eric Niat. Ah, ok. Et puis, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que... L'autre tendance, c'est qui? Je ne sais pas. Il y a une dame qui, avec raison,
a estimé qu'elle pouvait être aussi candidat. Et le préfet s'est rendu compte que ça risquait de pencher là où il ne souhaitait pas. Comment ça? Ils ont suspendu la séance. Il y a 2 candidats. Oui. Et il y a le quorum est atteint. On doit aller aux élections. Pourquoi est-ce que la séance est suspendue? Ça veut dire tout simplement que le RDPC ne peut pas supporter les élections. Des troubles, il ne peut pas supporter. Mais il y a 2 candidats. Ils ont encore dit que c'était pour éviter. Quel trouble alors de puisqu'il y a 2 candidats. Et puis il y a des électeurs. Et le préfet suspend la séance. Ça veut dire que le préfet lui-même ne peut pas supporter les élections. Le RDPC est incapable de laisser les gens voter librement. Sinon, on devait les laisser voter. Et comme il y a encore, on nous apprend que, comment on l'appelle encore, Franck Billard va être candidat. Et les gens sont en train de penser. Attendez, Franck Billard est candidat. Oui, non, c'est important, c'est un exercice. C'est un exercice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens sont en train de se rendre compte que Niat est en train de vouloir mettre son fils. Comme on est en train de nous dire, vous le dites dans les réseaux sociaux, c'est pas moi qui le dis, que si le président n'est pas là, son fils va également venir s'installer. Il y a des choses aussi. Mais c'est un citoyen. Il va faire son test. C'est un citoyen. C'est un citoyen, mais il y a de faire aussi son test, puisqu'il se rend au même compte que tous les ministres ont des enfants qui sont des autorités administratives. C'est-à-dire que quand vous allez à Dibombari, c'est le fils d'une autorité administrative. À Kribli, il y a le fils. Ici à Douala, il y a le fils d'une autorité administrative. Ils sont sortis des NAM, ils ont pris tous les enfants, ils ont mis à les NAM. Ils veulent que les enfants les remplacent. Il faut que le fils de Niat remplace Niat. Il faut que le fils de Bia vienne remplacer Bia. C'est ce Cameroun qui veut nous en donner. Et c'est ça, justement, à Bananté, c'est le premier test. C'est le premier test. Et les conseillers municipaux, bien qu'étant du RDPC, n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que cette affaire où on va de père en fils arrive au Cameroun. Et c'est ce qui provoque tout ce que vous voyez là. Et le préfet, comme il a mission, n'est-ce pas, de faire ce qu'on lui dit, il s'est rendu compte que les élections risquent d'être de vraies élections. Il a stoppé la séance. Voilà les faits. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire des choses qui ne sont pas. Il faut dire les choses aux Camerounais comme ça se présente. Puisqu'il y a 2 candidats, il y a les électeurs qui sont là, ils sont prêts à voter, le préfet suspend la séance. Parce qu'il ne veut pas 2 candidats, il veut un seul candidat. Le parti a investi, mais la loi dit que même si le parti investit, c'est un autre candidat, on va aux élections. Donc on a vu ça partout ici, voilà, où il y a eu des candidats investis, où d'autres candidats sont arrivés et puis on est allé aux élections. Et à Bonabéry même, il y a eu un cas où il y a un candidat qui a été investi, mais un autre s'est présenté, et puis c'est celui qui n'avait pas investi qui a gagné. Donc, qui n'avait pas été investi qui a gagné. Donc, c'est ce qu'ils craignent. Ça veut dire tout simplement que le RDPC, c'est un parti qui ne peut pas supporter des élections libres. C'est votre conclusion. Non, c'est la conclusion, c'est pas la mienne. Toute personne bien structurée dans la tête, de normal, comprend, même sur ce plan, nous comprenons tous que le RDPC ne peut pas supporter les élections libres et transparentes. C'est le message qui vient de Banganté. Et qui message de Banganté. Docteur Goudjou. Oui, Serge Alain, je suis très préoccupé parce qu'il se passe. Je suis de Banganté, donc je suis administré de Banganté, de la ville, et je suis très préoccupé par ce qui se passe là. Mais contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ce conflit existe à Banganté depuis pratiquement des décennies. C'est vrai qu'il y a, nous assistons à 2 camps, 2 personnes qui sont, à mon avis, que les faces visibles de l'iceberg. Il y a au moins 2 personnalités qui s'affrontent à Banganté depuis des décennies et qui aimeraient avoir un impact sur la vie de la population. C'est une tendance connue à Banganté. Si telle personnalité organise une manifestation ou une fête, c'est pas quoi, vous allez, l'autre partie ne vous invite pas prochainement. Et ces 2 personnalités sont toutes à Yaoundé et sont toutes membres du RDPC. Et justement, ce que M. Kounié dit, c'est pratiquement la réalité. Et puis en réalité, nous sommes dans une nation qui se veut décentralisée. Nous sommes en train de parler du maire qui est censé diriger les personnes qui côtoient tous les jours. Mais comment se fait-il que la personne qui va diriger doit être parachutée pratiquement de Yaoundé? Si vraiment, en fait, surtout comme vous le dites, le conseil municipal est 100% RDPC. Donc les adultes, ce sont des pères de famille. Ne n'ont-ils pas la possibilité, le droit de voter qu'ils veulent pour leur population? À mon avis, ça devrait être le minimum. Surtout que c'est une élection quand même locale. Est-ce qu'on a besoin de parachuter depuis le secrétaire général du RDPC pour des gens qui vont diriger une population qui est à Banganté? Et dans ce sens-là, justement, la population dit, nous ne voulons pas de cela. S'il y avait au moins un autre parti d'opposition au sein du conseil, on peut dire, ok, c'est l'opposition, c'est pas quoi. Mais quand même, c'est entre vous. À mon avis, le préfet, qui est aussi du RDPC, non, vous n'allez pas le dire comme ça. Non. Puisque le préfet assiste aux réunions. Exact. Disons qu'il n'est pas du RDPC. Disons, je pense, le minimum, c'était de laisser qu'il puisse avoir des élections au sein du RDPC et que le meilleur gagne. Pourquoi? Parce qu'après, maintenant,
Si vous parachutez une personne qui n'est pas voulue par la population, comment cette personne va-t-elle diriger la ville? Comment cette personne... Vous savez que même à Baganté, il y a eu des conflits fonciers où telle personne disait telle personne est accaparée de pratiquement tout le terrain à Baganté. Et après, quand il faudrait investir dans les infrastructures de la ville, la population peut montrer un certain désintérêt par rapport à cela. Moi, je pense que le minimum, c'est que les responsables du RDPC à Yaoundé laissent qu'il y ait des élections à Baganté et que le meilleur des deux candidats du RDPC gagne et dirige la ville. Oui, sur la question de Baganté, je tiens déjà à relever quelque chose. Vous savez, chez moi au village, on dit ce n'est pas le jour où on mange l'écureuil qu'on a la haine. À Balembo? À Balembo, chez moi. Et ça veut dire qu'il y a un problème profond. Et vous savez, je suis un amoureux de Baganté, puisque je vais constamment à Bakon. C'est un village pas loin de Baganté. Et je connais très bien Baganté. C'est une très belle ville. Et c'est triste de voir ce qu'on voit là. J'ai suivi le professeur parler de deux notions antinomiques. Vous savez, moi, je suis toujours un juriste. Je reste la loi chevillée au corps. Démocratie et investiture. Quand on regarde les principes de la démocratie, il y a un problème. Vous avez suivi le docteur Goujou tout à l'heure, parce qu'il vous dit on est à Baganté, mais l'ordre vient du haut. On est dans la décentralisation. Ce n'est plus le même marteau qui frappe, on a raccourci le manche. Non, c'est pas ça. L'ordre vient du haut. Il faut qu'on comprenne. Tout est parti de dimanche. Il y a eu élection dimanche. Mais quand on parle d'investissement... Eric Niat a obtenu 21 voix, je crois, oui, contre 19 à l'autre candidat. Je ne suis pas du parti en question, puisque le professeur vous a dit qu'on parle d'investissement. On a investi quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas à Baganté qu'on investit. Qui investit à Baganté? Il y a eu une élection dimanche. Oui, de toute façon. En interne. Oui, en interne, mais après, il faut aller à l'élection des conseillers municipaux. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la même personne qui devait se retrouver. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur le choix de celui qui avait été désigné. Donc, on est d'accord dimanche, on n'est pas d'accord lundi. C'est vous qui dites. Voilà la situation au-delà des Pyrénées, l'erreur en deçà. Mais pourquoi aujourd'hui on ne s'entend pas? Moi je pense que moi je pense que en démocratie, s'il y a vraiment démocratie, il y a liberté, il y a transparence, il y a élection. Ça veut dire on arrive. Oui, comme aujourd'hui. Les candidats. C'est pourquoi Emmanuel Kounia dit qu'il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu. Je ne suis pas. Je dis juste, je donne les principes. Les candidats, les potentiels candidats, les personnes qui sont éligibles sont les membres du conseil, les conseillers. Que les conseillers se présentent, qu'on organise l'élection. Mais si vous voyez il y a blocage, il y a blocus, c'est qu'il y a un problème de fond. C'est qu'il y a un problème de fond. Quand je dis manger l'écureuil et avoir la haine le même jour, non. Ça veut dire que le problème ne date pas de dimanche à... Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Oui. Il faut aller à la base, il faut causer avec la base. Ça veut dire qu'il faut que les dirigeants locaux, peut-être de ce parti, s'asseyent entre eux, qu'on essaie de voir quel est le problème de fond et qu'on avance. Puisque aujourd'hui, la mairie est paralysée. Ce sont les administrés... Donc il est même divisé, hein. C'est vous qui le dites. Puisque... Bon, c'est vous qui le dites. La ville est paralysée, les administrés n'ont pas de maire. Déjà, ils sortent d'une situation difficile qui est le deuil. Que Dieu ait l'âme de l'ancien maire. Donc, il faut résoudre ce problème très vite. Et il faut que ce sont les populations de Baganté qui règlent cela. Et le plus étonnant, c'est que ce soit un conseil municipal 100% ADPC. Je pense que... Oui, je voulais dire... ADPC a le dernier mot. Vous parlez d'une chose et de son contraire. Lorsqu'il faut remplacer un chef chez vous, pourquoi on prend son fils? Il y a ce qu'on appelle, c'est les anglo-saxons qui appellent ça le pedigree. Celui qui est le père a bien géré, on se dit la présomption, et que son fils a vu quand même. Et le fait de vivre cet environnement de gestion de la mairie peut donc permettre à celui-là de gérer mieux. Bon, maintenant, vous voulez nous faire savoir... Est-ce que son père était maire? Non, écoutez, vous voulez nous faire comprendre que... Je dis, quand le parti investit, il choisit quelqu'un qui a les capacités. Parce que son père est un gestionnaire. C'est ce que je veux dire. Bon, maintenant... Donc vous pensez que le caractère de gestionnaire est héréditaire? Je ne suis pas sûr que tous mes enfants sont avocats. Non, quand à l'ouest, un chef décède, il dit c'est celui-là, pourquoi vous ne contestez? Non, c'est pas, on n'est pas dans la même situation pour ça. Mais je suis en train de dire, le Cameroun vit un syncrétisme au niveau de la gestion du pouvoir. Et vous allez constater que même l'Occident a emprunté une partie de cela. Parce que vous avez vu les Bush, vous avez vu les Yadema, vous avez les autres. Pourquoi chaque fois vous voulez revenir à Franck Biya? Si c'est un citoyen qui a les capacités, qu'il soit le fils de, ou bien qu'il soit lui-même,
c'est la capacité que nous recherchons dans la gestion. Donc, il ne faut pas toujours dire... Délit de patronyme. Donc, non, je vous en prie. Le Moi, pedigree. je suis très... J'écoute ça avec beaucoup de peine, ce qu'il a dit. Je c'est suis moi peiné qui vous d'écouter ce dis. genre d'histoire. Parce que les badikaïstes et les franquistes sont déjà en train de se mouvoir là-dedans. Mais Parce que si c'est dès ça que qui le vous père a été inquiète. président, les gens pensent que... Ça, c'est cet esprit de Louis XIV, là. Vous n'allez pas nous amener ça. Parce qu'on est en train de vouloir nous faire croire qu'il y a des gens qui peuvent gouverner. Ou on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. C'est Parce clair. qu'il y a On a des gens vu qui ont comment- des Oui, mais capacités. tous ces gens qui ont des capacités, par exemple, quand on regarde la présidente de la République, M. Biya a été président, il n'a pas été président parce qu'il a gagné les Donc, élections. vous-même... Il n'a pas gagné les Serge élections, Alain, madame. Et puis depuis ce temps, il n'a jamais gagné les Vous élections. comprenez donc vous ne pouvez pourquoi pas. le parti investit. Vous ne pouvez pas. C'est pour Vous ne- éviter ce vous genre ne pouvez de pas. désordre. Écoutez, à Dibombari, vous mettez le fils d'un préfet. À Kribi, les sous-préfets. À Douala même, on met les adjoints au préfet. Vous allez cesser cette histoire parce que les gens achètent des concours pour entrer à l'ENAM. Ils mettent leurs enfants là. Ils pensent que leurs enfants vont venir